bienvenue dans les matins du Sénat. Quelle réponse apporter au développement de la radicalisation islamiste? C'est l'objet de la commission d'enquête mise en place par le Sénat à l'automne dernier. Commission qui a vu le jour à la demande du groupe Les Républicains. Aujourd'hui, c'est Jean-Michel Blanquer qui est auditionné. On regarde, on en reparle juste après. Présent ou en visioconférence. Avant de vous passer la parole, puisque nous sommes dans une commission d'enquête, et vous le savez, Monsieur le Ministre, je dois vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14, 434-15 du Code pénal. Je vous invite à prêter serment et dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc, Monsieur Jean-Michel Blanquer, levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, je vous passe la parole sans plus attendre et ensuite, nous préciserons votre propos par des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Madame le rapporteur, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je suis d'abord très heureux de venir devant votre commission, puisque je considère comme ce sujet évidemment comme très important et je considère très important aussi d'avoir à en rendre compte devant la représentation nationale. C'est typiquement un sujet qui ne doit pas être sous le boisseau, mais qui doit faire l'objet de débats et d'approfondissements comme ceux qui ont lieu ce matin. Affirmer les valeurs de la République, c'est au cœur de la mission de l'école. Je suis souvent amené à dire que nous avons à transmettre des savoirs et des valeurs. On ne doit d'ailleurs pas cloisonner ces deux enjeux-là. Et la transmission des valeurs, c'est évidemment les valeurs de la République. Lorsque pour l'école primaire, j'indique lire, écrire, compter, respecter autrui, dans ce respecter autrui, j'inclus évidemment cet enjeu-là. On doit donc assumer très clairement qu'il y a cette dimension dans la mission de l'éducation nationale. Liberté, égalité, fraternité et laïcité doivent être la boussole de nos actions. Et c'est ce que je m'efforce de faire à la tête du ministère depuis 3 ans. Nous devons donc être totalement clairs sur les principes intangibles des Lumières qui sont à l'origine de l'école de la République. Je le dis très souvent dans des discours, dans aussi des instructions que je peux donner, c'est que l'école de la République est fille des Lumières. À chaque fois qu'elle s'éloigne des Lumières, elle s'éloigne d'elle-même. Et on ne peut pas imaginer une école de la République qui ne soit pas fidèle à la philosophie des Lumières. Alors, si elle ne l'est pas, elle n'est plus elle-même, tout simplement. Et c'est évidemment quelque chose d'essentiel, quelque chose aussi qui unit le pays, parce qu'en réalité, je n'ai jamais rencontré d'opposition réelle à cette affirmation. Je rencontre parfois des oppositions subreptices, mais dès qu'on en arrive aux principes, c'est-à-dire les principes de base, qui sont fondateurs de ce que nous sommes, en réalité, cette clarté est tout simplement source de sérénité. Donc les professeurs, les chefs d'établissement, les académies, les rectorats, tout le personnel de l'éducation nationale est mobilisé pour prévenir, détecter, agir contre la radicalisation, en étant conscient de l'ampleur du phénomène, donc en ne mettant jamais les problèmes sous le tapis, comme on soupçonne parfois l'éducation nationale. Et j'ai vraiment dit dès le début qu'on ne mettait pas les problèmes sous le tapis. Donc je vais y revenir ensuite sur les enjeux d'identification des problèmes. Et cette nécessité de faire pleine lumière sur tous les comportements qui vont à l'encontre des principes de la République, et pas seulement d'ailleurs la radicalisation islamiste. Tous ces éléments-là sont donc au cœur de cette politique menée depuis 3 ans. Alors d'abord, une des premières choses que j'ai faites en arrivant en 2017, ça a été la création d'un Conseil des sages de la laïcité, sous la présidence de Madame Dominique Snapper, et avec évidemment des membres issus de différents milieux juridiques, des sciences humaines et de différentes compétences. Ce conseil nous a donné la possibilité d'élaborer un vade-mecum sur la laïcité. Et de façon plus générale, il est très utile pour avoir des consultations, une expertise sur les enjeux de la laïcité, entendue au sens large, c'est-à-dire le respect des principes de laïcité, mais aussi les enjeux de la lutte contre la radicalisation islamiste, en l'occurrence, ou d'ailleurs toute forme de radicalisation religieuse. Pour faire barrage à la radicalisation, nous avons aussi développé un corpus législatif et réglementaire important. J'ai plaisir à souligner que une des premières traductions de cela a été l'adoption d'une proposition de loi qui vient de la Chambre haute, puisqu'elle venait de la sénatrice Françoise Gatel, que j'étais évidemment très, très en accord avec cette proposition de loi, et je l'ai soutenue de manière sans aucune réserve,
cette proposition de loi portait sur les établissements privés hors contrat, qui était un peu un angle mort juridiquement dans notre système auparavant, puisqu'il était pratiquement plus facile d'ouvrir un établissement privé hors contrat que d'ouvrir un restaurant. Et donc, il était nécessaire de renforcer le dispositif de contrôle, aussi bien sur les enjeux d'ouverture que sur les enjeux de fermeture de ces établissements. Donc, sur la base de la loi Gatel, en 2019-2020, donc au cours de l'année scolaire qui est en train de s'achever, 427 contrôles ont été réalisés. Il y en avait 174 en 2013, pour vous donner une idée. Comme je sais que vous avez des questions aussi sur finalement les réalités de terrain et le contrôle effectif, cela signifie un taux de contrôle qui atteint désormais 98%, alors même que l'année dans laquelle nous sommes, chacun le sait, est assez perturbée. Il y a aussi, au travers de la loi Gatel, la possibilité pour moi et pour les recteurs de s'opposer à des ouvertures. J'ai fait à la rentrée 2019 27 oppositions d'ouverture sur 212 déclarations d'ouverture. Pour mémoire, en 2017, c'était 7 oppositions qui existaient, donc contre 27 aujourd'hui, pour 185 déclarations. Donc on a enregistré au cours des années 2010 une expansion des demandes d'ouverture d'écoles hors contrat. Et bien sûr, cela recouvre pour l'essentiel des phénomènes tout à fait acceptables et parfois même un certain dynamisme pédagogique. Donc il ne faut évidemment pas diaboliser l'ouverture d'écoles hors contrat, mais il faut être très vigilant sur leur qualité éducative et puis sur les risques de radicalisation islamiste ou d'ailleurs d'autres phénomènes, comme par exemple les phénomènes sectaires. Et donc le fait qu'on soit passé de 7 à 27 oppositions d'ouverture montre un petit peu l'augmentation de cette vigilance. Ensuite, nous avons décidé d'avoir un deuxième cran de durcissement législatif avec la loi pour une école de la confiance qui a été votée donc en juillet 2019 et qui a permis de renforcer le contrôle de la scolarité à domicile. Cela complète donc utilement la loi Gatel parce que l'objectif est aussi non seulement de s'assurer de ce qui se passe dans le hors-contrat, mais aussi dans l'instruction à domicile, qui au cours des mêmes années 2010 avait connu aussi une certaine envolée. Et donc nous avons facilité les modalités de contrôle, mais aussi les sanctions en cas de non-respect des obligations légales. Ces sanctions sont renforcées. Et puis l'article 10 de la loi pour l'école de la confiance introduit quelque chose qui, alors là, très honnêtement, n'a pas encore été pleinement au bout de ses potentialités, mais qui a un potentiel intéressant. C'est l'interdiction du prosélytisme aux abords des établissements scolaires. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été introduit par un amendement parlementaire et qui a, je pense, beaucoup de vertus futures, puisque j'ai toujours tendance à distinguer ce qui se passe dans la classe, dans l'établissement et aux abords de l'établissement, dans 3 cercles d'attention de la vie scolaire. Ce 3e cercle, par définition, échappe davantage à la juridiction de l'éducation nationale, au ressort de l'éducation nationale, mais il doit être l'objet de notre attention avec d'autres autorités. Et donc aujourd'hui, par exemple, au titre de cette loi, il serait interdit de faire de la propagande religieuse ou de toute forme de prosélytisme aux abords d'un établissement scolaire. Je pense que ça peut être le point d'appui d'action dans les temps qui viennent. Nous avons aussi mis en œuvre une organisation opérationnelle, puisque ce que je viens de vous dire a trait aux grands principes. Il faut savoir ensuite comment ça se passe sur le terrain, même si j'ai commencé à vous dire le nombre de contrôles. Donc, d'abord, il y a un enjeu de référence. Donc, c'est le premier acte du Conseil des sages de la laïcité, ça a été d'écrire ce vadémécum de la laïcité dont je parlais tout à l'heure, qui a été élaboré en réfléchissant à des cas concrets, c'est-à-dire aux difficultés concrètes que les professeurs en particulier peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne. Et donc, cette dimension assez concrète du vadémécum, et sa dimension aussi évolutive, puisqu'on rencontre toujours des choses un peu nouvelles, permet à la fois fermeté et adaptation. C'est aussi quelque chose qui doit, ce vadémécum, guider nos politiques de formation qui se sont développées autour de la laïcité, avec une plus grande systématicité aussi de la formation aux enjeux de la laïcité dans la formation initiale des professeurs. C'est aussi un résultat de la loi pour l'école de la confiance. Nous avons souhaité, je disais tout à l'heure, que les problèmes ne soient pas sous le tapis et donc que les faits soient signalés. Donc faciliter les signalements, c'est déjà se donner les moyens de le faire.
Donc les signalements pour les faits les plus graves et les situations sensibles sont remontés tous les jours, 7 jours sur 7, au secrétariat général du ministère, via un numéro d'urgence, une boîte mail et une application utilisée par les chefs d'établissement et par les directeurs d'école. Mon message, depuis le début, a été de dire que tout le monde devait être en situation de signaler. Il y a donc un formulaire en ligne pour les personnels de l'éducation nationale qui permet de saisir les services académiques sans passer par la voie hiérarchique. Et donc, tout un chacun peut signaler un problème de radicalisation islamiste dans sa vie professionnelle quotidienne. Ceci se traduit aussi par de l'action donc sur le terrain. Nous avons mis en place des équipes valeurs de la République. Ça, c'est un des points très concrets aussi. Ça signifie que chaque rectorat de France a, depuis maintenant 2 ans et demi, une équipe qu'on appelle valeurs de la République, qui donc est capable d'intervenir. Cette équipe est pluridisciplinaire. Elle est composée à la fois d'inspecteurs, de professionnels de l'éducation, de personnel de direction, pour venir en appui à un établissement chaque fois qu'un personnel de l'éducation nationale estime qu'on a contrevenu aux principes de notre République. Et donc, plusieurs de ces problèmes se règlent à distance, quand ils sont suffisamment simples. Dès qu'il y a un peu de complexité, ces équipes se déplacent dans l'établissement et jusqu'à ce que le problème rencontre une solution, ce qui peut conduire les équipes parfois à rester assez longtemps. Suite à un signalement, l'équipe académique intervient auprès des équipes pédagogiques, mais elle intervient aussi auprès des familles. Elle peut aussi proposer un plan d'action aux écoles et aux établissements. Ces plans, ça peut être la formation des personnels, ça peut être des élèves délégués qui sont formés sur le sujet, des parents d'élèves. Tout ceci en suivi partenarial avec le ministère de l'Intérieur et ou les autorités de justice. Lorsqu'un personnel de l'éducation nationale est suspecté de radicalisation, puisque c'est aussi une des phases du phénomène, l'examen du dossier est conduit par la DGRH et le service de défense et de sécurité du HFDS. Tout ceci en lien, c'est-à-dire le haut fonctionnaire de défense et de sécurité, en lien avec le ministère de l'Intérieur. Et dans ces cas-là, une procédure disciplinaire peut être enclenchée, ainsi que le signalement au procureur de la République. C'est ainsi que nous avons pu avoir quelques radiations de la fonction publique au titre de cette procédure disciplinaire. Les risques de radicalisation sont donc multiformes et peuvent avoir des ampleurs différentes, peuvent toucher les élèves, ils peuvent toucher les personnels, et nous essayons de nous donner les moyens administratifs et en ressources humaines, mais je dirais aussi les moyens en termes d'état d'esprit. Ce que je prétends, même si évidemment on pourra toujours constater bien des imperfections, et il faut encore nous améliorer, mais je prétends que nous avons désormais un état d'esprit qui est clair sur cet enjeu. C'est-à-dire que nul dans l'éducation nationale ne doit penser que le sujet n'est pas vu ou que le sujet n'a pas de solution. Et je crois que c'est très important parce qu'il y a une dimension psychologique. Parfois, dans le passé, certains ont pu considérer qu'il y avait une forme de fatalité en la matière et qu'il fallait laisser passer en attendant on ne sait quoi. Là, l'idée, c'est que c'est la République qui est forte. Ce n'est pas l'islamisme radical. Et la République affirme très clairement, très sereinement ses valeurs. Elle en est fière parce que c'est au service des élèves, ce n'est pas au service de quoi que ce soit d'autre, c'est au service de l'élévation des élèves, de leur lucidité, de leur capacité à grandir sans prosélytisme, sans pression. Ce point, pour moi, est majeur et on doit donc se sentir fort. Je dis à chaque personnel de l'éducation nationale, vous ne devez jamais vous sentir en situation de solitude face à ces problèmes. Lorsque ça arrive de se sentir en solitude, si on est professeur ou si on est chef d'établissement ou CPE ou quelque personnel que ce soit, alors les équipes valeurs de la République, le système d'alerte sont faits pour rompre cette solitude et qu'il y ait un travail d'équipe. Donc l'institution, elle est forte en réalité. Et elle ne doit jamais donner l'impression qu'elle est faible. Elle est forte d'1 million de personnel capable d'intervenir au service de 12 millions d'élèves et au service des principes fondamentaux de la République. Il y a évidemment aussi des risques de radicalisation que l'on peut identifier comme étant associés à la crise que nous venons de traverser. Et je me posais des questions pendant le confinement sur ce qui se passait en la matière, puisque par définition, on était un peu en aveugle sur ces sujets au moment du confinement. On sait très bien que sur Internet en particulier, la question de la radicalisation islamiste est un véritable problème et qu'on doit être attentif à ce qui peut se faire sur le sujet.
En tout état de cause, nous avons un certain nombre d'outils qui peuvent nous être utiles pour affronter le phénomène. Je pense que la tentation de radicalisation surgit encore plus quand la jeunesse s'éloigne de l'école et que donc, dans les enjeux très actuels, y compris des jours que nous vivons en ce moment, de retour à l'école, il y a indirectement un rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs, au retour du confinement, les élèves sont invités à parler avec les chefs d'établissement, les professeurs, les CPE, les assistantes sociales, pour raconter ce qui s'est passé pendant le confinement et reprendre un cours de vie plus normal. Donc on doit redoubler d'efforts pour lutter contre le décrochage scolaire, les remettre sur le chemin des apprentissages. Nous savons bien évidemment qu'aussi toute la dimension sociale et éducative de notre action a un impact, cela va de soi, sur le sujet. D'où l'importance aussi que nous attachons au dispositif d'appui et aussi à ce qui va se passer pendant les vacances. Le projet Vacances apprenantes répond à cet objectif. Avec Julien de Normandie et Gabriel Attal, nous avons annoncé un plan de 200 millions d'euros pour faire un dispositif école ouverte en juillet et août, renforcé par rapport aux années habituelles. Donc, des écoles, des collèges et des lycées seront ouverts pendant l'été pour offrir à 250 000 jeunes, dont 200 000 en QPV, des colonies apprenantes. Et en tout, c'est 1 million de jeunes qui vont bénéficier de l'addition des dispositifs, c'est-à-dire colonies apprenantes, école ouverte buissonnière, et puis dispositifs d'accueil. Ces séjours seront éducatifs. Nous renforçons non seulement la place de la culture, du sport, du développement durable et des activités de nature, mais aussi l'éducation civique et des moments d'apprentissage stricto sensu. Donc, nous allons dévoiler tout prochainement un nouveau Vademecum avant le début des vacances d'été, consacré au respect du principe de laïcité dans les accueils collectifs de mineurs. Il est élaboré dans le même esprit que celui qui concerne le temps scolaire et il participe de notre volonté de faire vivre et partager les valeurs de la République à l'occasion de tous les temps éducatifs. Et là aussi, je crois que c'est cohérent avec un discours plus général que nous tenons sur la nécessité de la cohérence entre le temps scolaire et le temps périscolaire. Le temps de l'enfant ne doit pas être vu de façon saucissonnée, mais il doit être vu de façon globale. C'est pour ça d'ailleurs que notre ministère est désormais un ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, pour qu'avec les associations d'éducation populaire, avec les collectivités locales, avec tous les acteurs concernés, nous soyons capables d'avoir une vision, en lien avec les familles, cela va de soi, du temps de l'enfant, pour lui proposer des activités qui ne le fassent pas dévier d'une certaine façon, d'où l'importance aussi des offres que la société, les pouvoirs publics, sont capables de proposer aux enfants. Par exemple, le plan Mercredi. Donc, le plan Mercredi participe de cette logique. De façon plus générale, les activités périscolaires. Donc, ce que je voudrais signaler d'ailleurs dans ce contexte, c'est que, au titre des réponses à la crise que nous venons de vivre et aux nécessités de rattrapage scolaire qui vont exister pour un certain nombre d'enfants, la rentrée 2020 développera il y aura plus de devoirs faits, plus de dispositifs de devoirs faits, j'espère du coup plus de devoirs faits, mais aussi plus tout simplement de possibilités d'activités sportives et culturelles en dehors du temps scolaire. Et nous devons en quelque sorte habiter ce sujet pour le faire souvent avec des associations, mais disons des associations de qualité, et éviter que les élèves soient parfois victimes d'un prosélytisme d'associations qui ont un autre but que l'épanouissement de chaque élève et qui ont plutôt des buts séparatistes, pour reprendre cette expression. J'ai été évidemment très étroitement associé aux travaux préparatoires du plan de lutte contre le séparatisme islamiste que le président de la République a commencé à conjuguer au début de l'année 2020. Bien entendu, la mise en confinement a retardé l'enclenchement de certaines actions qui étaient prévues à ce titre. Mais évidemment, nous allons accomplir pleinement ce plan. Notre objectif, c'est vraiment que les valeurs de la République soient renforcées par ces dispositifs, qu'elles soient en quelque sorte naturelles dans la vie quotidienne de nos élèves. Et donc cela renvoie évidemment à nos obligations fondamentales. Et vous le voyez, je suis évidemment, avec l'ensemble du ministère, très mobilisé sur une telle question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. D'abord de vos propos forts,
Vous avez réaffirmé cette philosophie des Lumières qui nous est chère et ce principe, ce socle fondateur de l'école de la République laïque. Les propos de la ministre des Sports étaient moins clairs la semaine dernière et nous l'avons déploré et donc je tiens à saluer effectivement votre fermeté par rapport à cette école de la République laïque. Et puis, ces propos très précis et détaillés de tout votre cheminement en matière législative ou sur les outils que vous avez pu mettre en place, et notamment le Vade-Mecum et ce nouveau Vade-Mecum qui va sortir. Enfin, en tout cas, il n'y a pas d'ambiguïté en ce qui vous concerne par rapport à ces réaffirmations, la réaffirmation de ces valeurs au sein de notre école républicaine. Et je pense qu'ici, nous sommes tous d'accord pour vous en remercier et vous en féliciter. Nous avons bien évidemment des questions complémentaires. Alors moi, j'aurais, par rapport à vos propos, deux pistes à éclaircir, ou en tout cas à creuser. Vous avez parlé du déconfinement, de cette volonté effectivement de rendre l'école obligatoire parce qu'il y a nécessité de faire un point avec nos élèves et de regarder dans quelles conditions, effectivement, ils ont pu être confinés, faire un point pédagogique, mais beaucoup plus contextuel. On le sait, on est face à une crise économique d'une ampleur dont on ne connaît pas notamment l'ampleur, mais on sait que cette crise économique va être très forte et qu'elle va être de nature à favoriser les thèses de stigmatisation, de victimisation et du coup de repli aussi identitaire. Alors que l'enseignement à domicile a connu un bond entre 2011 et 2017, on avait des chiffres qui étaient 18 000 en 2011, 27 000 en 2017, et on sait que c'est un phénomène en accélération. Cet enseignement à domicile risque effectivement de connaître encore une accélération après le confinement. Vous allez avoir des enfants qui ne vont pas revenir à l'école. Comment allez-vous pouvoir les détecter ? Vous le savez, j'avais porté, et nous avions eu une discussion lors de l'école de la confiance sur le numéro INE. Vous m'aviez assuré, vous aviez refusé l'amendement, vous m'aviez assuré effectivement que vous alliez travailler sur ce sujet parce que je pense que tout enfant doit avoir un numéro INE dès le début de sa scolarisation, donc maintenant dès 3 ans. Vous nous aviez affirmé le mettre en place pour septembre 2019. Où en êtes-vous par rapport à ce numéro INE? C'est le seul moyen de savoir où sont les enfants et de pouvoir effectivement opérer des contrôles. Vous nous avez parlé tout à l'heure des contrôles sur les établissements hors contrat. Où en sommes-nous des contrôles d'enseignement à domicile? Il y a une obligation pour les maires. Je pense que ce ne sont pas les maires qui doivent opérer ces contrôles. Je pense qu'effectivement, l'éducation nationale doit pouvoir opérer ces contrôles. Nous sommes là sur une période où ces jeunes sont fragilisés par ce confinement, ces familles sont fragilisées et où ces contrôles sont d'autant plus indispensables de la part de l'éducation nationale. Et puis, ensuite, vous nous parliez des contrôles que vous opérez en interne quand vous détectez vos personnels qui peuvent être peut-être monter des signes faibles de radicalisation. Ça peut aller jusqu'à des mesures disciplinaires. Moi, je voudrais savoir si, effectivement, vous ne manifestez pas ou vous ne ressentez pas le besoin de pouvoir faire appel au SNEAS, qui est j'avais noté, c'est le Service national des enquêtes administratives de sécurité. Savoir si vous ne pouvez pas déclencher des contrôles à chaque mutation ou avant chaque recrutement pour être bien sûr que vous ne faites pas entrer des gens qui peuvent être repérés dans ce fichier d'enquête administrative. Voilà. Ce sont les deux premières questions. Donc je vous laisse répondre et ensuite je passerai la parole à notre rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, je vous remercie de ce que vous avez dit en commençant. Je voudrais dire qu'il y a un travail
interministériel sur les enjeux de laïcité, que c'est vrai que selon les domaines que l'on considère, la tâche est à chaque fois difficile, mais d'une difficulté différente. Par exemple, dans le domaine des sports, j'en ai parlé avec la ministre des Sports, c'est évident que ce que l'État peut faire n'est pas de même, ne peut pas avoir la même force et la même valeur impérative que dans le domaine scolaire, ce qui est un problème, je pense, hein, notamment, et c'est des sujets dont nous parlons avec la ministre des Sports, et évidemment dans le souci totalement partagé de s'assurer du principe de laïcité. Mais c'est vrai que j'y suis sensible, ne serait-ce que parce que c'est des sujets poreux. Ce sont, comme quand je disais qu'on doit voir l'élève dans tout son temps, quand il va faire du sport dans un club, c'est le même élève que celui qui est à l'école le reste du temps, et il est souhaitable que le club ne soit pas l'occasion d'un prosélytisme X ou Y, dans le respect de l'état de droit, bien entendu. Et donc, tout ça est d'une grande complexité, mais en tout cas se déroule dans un cadre interministériel. Je le dis d'autant plus que le Conseil des sages de la laïcité peut être utile parfois sur un plan interministériel pour tout ce qui a trait à l'enfance et la jeunesse. Et donc, notre vadémécum de la laïcité peut être utile comme référence pour les documents un peu de même nature, mais dans un contexte différent, développés dans le cadre du sujet du sport, mais on pourrait avoir les mêmes sujets dans le domaine de la culture ou dans d'autres domaines encore. Je partage par ailleurs, évidemment, d'abord, je vous remercie de ce que vous avez dit. Je partage l'inspiration de vos questions. La question après, sur le plan un peu concret, ce que l'on peut faire. Mais je suis tout à fait en phase avec les tenants et les aboutissants de vos questions. Donc, je vais revenir sur l'INE parce que le sujet a progressé depuis nos débats au Sénat. Donc, il est normal que je vous en rende compte. L'identifiant national élève, donc l'INE, c'est en effet un projet très important parce que c'est ce qui permet tout simplement un suivi des élèves. Il a été mis en place pour les élèves du premier degré public dès l'année 2005 et pour les élèves du second degré public à partir de 2017. Et en 2018, et pour les apprentis, en 2019, pour les élèves de l'enseignement agricole. Ça commence donc à être très complet. Ça a d'ailleurs été une forte mobilisation du ministère. Et donc cette partie la plus importante du chantier de l'INE pour tous est désormais derrière nous. Cela signifie qu'il y a 26 millions d'identifiants élèves qui sont déjà générés. Il faut préciser que l'attribution d'un INE se fait dans un système d'information par lequel tous les établissements déclarent leurs élèves. C'est un système qu'on appelle ONDE et qui donc désormais est très opérationnel. Mais c'est vrai, et vous l'avez pointé, il y a des angles morts encore et il faut en finir avec ces angles morts. Il y a donc encore quelques élèves, c'est une toute petite minorité par rapport aux chiffres que je viens d'indiquer, qui n'ont pas d'INE. Ils sont les élèves du premier degré privé hors contrat, les élèves du second degré privé hors contrat et les enfants instruits à domicile. Donc même si ce sont des effectifs très faibles, c'est là qu'on peut retrouver justement souvent des élèves concernés par le sujet dont nous parlons aujourd'hui. Ce sont des sujets complexes sur le plan juridique, sur le plan administratif, sur le plan informatique. Et donc, nous avons mis en place un comité de pilotage pour aborder ces différentes catégories d'élèves. Donc, nous devons arriver à ce que ce logiciel ONDE dont je parlais tout à l'heure s'implante dans les établissements hors contrat. Alors, ça renvoie à des problématiques plus larges, qui est, au fond, qu'est-ce que le hors contrat en France ? Sujet sur lequel nous pouvons encore faire avancer les réflexions, parce que on voit très bien d'abord qu'il ne s'agit pas de stigmatiser le hors contrat en soi, même si nous sommes par définition les avocats de l'école de la République, mais nous sommes dans un pays libre, donc il ne s'agit pas de stigmatiser le hors contrat, et ça s'est vu à l'occasion de la crise que nous venons de traverser dans les débats sur le baccalauréat, puisque les établissements hors contrat ont réclamé que leur livret scolaire puisse être étudié comme les autres livrets scolaires pour la délivrance du baccalauréat. Et au nom du principe d'égalité, ceci a été accepté. Mais tous les établissements hors contrat ne l'ont pas pu ou ne l'ont pas souhaité. Et cela nous indique, a priori, ça ne semble pas avoir de rapport avec notre sujet, mais ça en a un. On voit bien qu'il y a des établissements hors contrat qui désirent d'une certaine façon un lien avec l'État, même ténu, différent du lien qui existe avec les établissements, entre l'État et les établissements sous contrat. Et probablement, ça devrait nous amener dans le futur à faire un distinguo
et sachant que ceux qui n'auraient pas ce lien seraient à mes yeux problématiques dans configuration où malgré tout l'éducation est libre, mais pas pour faire n'importe quoi. Et donc concrètement, ce que je veux dire par là, c'est que parmi les pistes de travail, on peut imaginer que Onde fasse partie de ce lien des hors-contrats avec notre système public. Donc, à la fois parce que ça présenterait un avantage pour ces établissements et parce que ce serait parce qu'il y a un avantage d'avoir des élèves qui ont leur INE et en même temps parce qu'ils le verraient, ils verraient que cela fait partie d'un ensemble de liens avec l'État qui sont souhaitables, comme dans les circonstances actuelles s'agissant du baccalauréat. Donc on a mené déjà des expérimentations. Il y a une soixantaine d'établissements qui sont déjà rentrés, donc hors contrat, qui sont rentrés dans cette expérimentation. Donc on pourrait se baser uniquement sur le volontariat si on voyait que c'était la bonne formule, ou sinon aller dans la logique que je viens d'exposer. Mais moi, je serais pour ma part assez favorable, dès lors que ce processus que je vous exposais lors du vote de la loi serait arrivé au bout de sa logique, de voir s'il est nécessaire d'avoir des évolutions législatives ou réglementaires pour rendre les choses plus obligatoires. Je pense que la réponse à cette question, nous pourrons l'avoir au cours des prochains mois, mais avec un objectif qui est clair, et qui est celui que vous avez affiché, c'est-à-dire l'INE pour tout enfant, finalement, qu'il soit dans un établissement hors contrat ou dans l'instruction à domicile. Sur ce que vous avez dit sur l'extension des enquêtes administratives au SNEAS, donc pour décision de recrutement et d'affectation concernant les emplois sensibles. Donc l'extension de ce système SNEAS au personnel du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse permettrait, c'est vrai, de renforcer l'efficacité de la sécurité juridique du traitement des situations de présomption de radicalisation. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des limites au cadre juridique, puisque l'administration ne peut caractériser la faute d'un agent radicalisé ou en voie de radicalisation lorsque celui-ci est irréprochable dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est un cas que l'on rencontre. Vous pouvez parfaitement enseigner les mathématiques tout en ayant sur les bords, si je puis dire, une activité prosélyte vis-à-vis de vos propres élèves. C'est donc un véritable sujet. Il y a parfois des agissements dans la vie privée qui, évidemment, rendent impensable l'exercice de l'activité de professeur. Par exemple, quand on est complice d'actions qui peuvent mener jusqu'à des actions terroristes. En conséquence, lorsque certains agents qui sont engagés dans un processus de radicalisation peuvent représenter une menace pour les mineurs dont ils ont la charge et ont été signalés par les services de renseignement ou identifiés par les services académiques, aujourd'hui, la procédure disciplinaire ne peut être enclenchée sur ce seul motif parce qu'elle n'est pas directement liée à l'exercice de la fonction. Donc, on a là aussi commencé des expérimentations en 2019 avec la procédure de consultation du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le FIJAIT, F-I-J-A-I-T, pour les 26 700 lauréats des concours enseignants des premiers et second degrés publics et privés du ministère. Et tout ceci va être automatisé en 2020. Donc, vous le savez, nous avons de fortes volumétries annuelles de recrutement, et nous en sommes fiers. Nous sommes en pleine campagne de recrutement pour 25 000 nouveaux professeurs. Vous voyez, c'est à peu près le nombre de personnes qui rentrent dans l'éducation nationale sur un plan annuel. Donc, cette volumétrie fait que l'extension éventuelle du champ de compétences du SNEAS pourrait être priorisée sur les personnels présumés radicalisés du ministère, et une enquête administrative permettra ensuite de vérifier si le personnel suspecté de radicalisation est réellement une menace sur la sécurité des mineurs et ou a des activités qui sont incompatibles avec l'exercice de sa fonction. Donc la création de ces enquêtes du SNEAS systématiserait et formaliserait les relations existantes entre le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Et j'en profite pour dire que ce sont des relations excellentes. Et ce ne sont pas des propos
formel que je dis là, parce que je ne crois pas qu'on puisse dire ça pour toutes les époques précédentes. Et on a souvent pensé que le ministère de l'Éducation nationale était, disons, peu volontariste par rapport à ces enjeux. Et je suis fier de pouvoir dire qu'à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, c'est une coopération réussie qui a lieu et dont l'enjeu fondamental est quand même la sécurité de nos élèves. En cas de faute de l'agent, c'est-à-dire atteinte à la réputation du service public ou à l'image de l'administration ou à la dignité des fonctions, nous pourrions alors engager systématiquement une procédure disciplinaire. Donc pour dire les choses autrement, nous pouvons avoir une vision un peu plus large que ça n'est le cas aujourd'hui de ce qui est incompatible avec l'exercice de la fonction, tout en respectant évidemment la liberté de conscience de chacun, cela va de soi. S'agissant donc de l'application de cette idée aux établissements d'enseignement privé hors contrat, la loi Gatel permet à différentes autorités, le maire, le procureur, le préfet, le recteur, de s'opposer à l'ouverture d'un établissement pour un motif tiré de l'ordre public. Et la loi pour l'école de la confiance permet à des autorités administratives, c'est-à-dire le préfet et le recteur, de mettre en demeure un établissement de faire cesser l'atteinte à l'ordre public révélée par son fonctionnement. Donc ce motif d'ordre public, nous l'avons invoqué dans des cas spécifiques ces derniers temps. Donc si l'établissement persiste, le directeur commet un délit que le juge peut sanctionner, notamment par la fermeture de l'établissement. Pour l'application de la loi Gatel, nous avons édicté une circulaire qui date du mois d'août 2018, qui précise qu'une telle atteinte à l'ordre public peut résulter de faits commis par une personne qui appartient à la communauté pédagogique. Et ces faits peuvent être connus par la consultation de fichiers. Et donc la circulaire de 2018 demande aux recteurs et aux préfets de vérifier la présence des dirigeants et des enseignants, notamment sur ce fichier que je citais, le FIJA-ISV, fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, mais aussi sur le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, le FIJAIT, et sur le fichier des personnes recherchées. Cette circulaire précise qu'il apparaît indispensable de s'assurer de l'absence au sein de quelque établissement d'enseignement que ce soit, donc aussi bien public que privé sous contrat que privé hors contrat, de toute personne qui, par exemple, serait fichée en catégorie S. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Je ne suis pas de nature à être rassurée sur le contrôle à domicile. Vous n'avez pas parlé des chiffres de contrôle à domicile. C'est vrai que quelques dizaines de milliers d'enfants en enseignement à domicile, comparé aux 26 millions que vous avez déjà dans les radars, ça peut paraître peu, mais il suffit de peu d'individus qui sont ensuite radicalisés pour déstabiliser notre société. Et je pense que bien évidemment, beaucoup d'enfants à domicile sont dans un enseignement tel qu'il ressort de la philosophie des Lumières, mais nous savons d'ores et déjà que certains, malheureusement, ne le sont pas. Quels sont vos moyens pour les contrôler? Alors, je ne vous demande pas une réponse forcément tout de suite, je vais laisser peut-être la rapporteure, mais vous répondrez certainement à l'occasion de... Ou si vous... Ou alors, allez-y, vous pouvez peut-être répondre effectivement plus... Parce que c'est une question parce que très préoccupante. De nouveau, je vais évidemment être d'accord avec l'inspiration de votre question, si je peux, mais en tout cas, c'est vraiment le cas. Le problème, il existe bel et bien, et donc, et puis on a évidemment un sujet de respect de l'ensemble des principes constitutionnels qui, d'une certaine façon, sont en équilibre sur un tel sujet. Donc, c'est des débats qui ont eu lieu notamment au moment du vote de la loi pour l'école de la confiance, dont je rappelle qu'elle a considérablement renforcé nos possibilités de contrôle. Et j'ai beaucoup plaidé pour cela. Et il y avait des arguments, qui sont d'ailleurs tout à fait respectables, contre ce que je disais à ce moment-là. Et je suis heureux que nous ayons pu les dépasser, parce que je pense que c'est une vision un peu irénique de penser qu'au nom d'un principe par ailleurs très valable, qui est celui de la liberté des familles en matière d'éducation, on ne peut pas déboucher sur n'importe quoi, que ce soit d'ailleurs autour des sujets de radicalisation islamiste ou autour d'autres sujets, comme par exemple la non-éducation, le rien du tout, qui est évidemment aussi un des grands dangers qui peuvent exister, ou tout autre type de phénomène non souhaitable. Donc, je rappelle les chiffres, vous en avez dit certains, en 2018-2019, 35 965 enfants étaient instruits en famille, et donc c'est une augmentation de 5 826 par rapport à ce qui existait en 2016-2017.
Donc on reste sur une courbe ascensionnelle, même si elle est moins ascensionnelle que dans les années précédentes. Alors, vous l'avez dit, rapporté au nombre d'enfants soumis à l'obligation scolaire, ça semble très peu, puisque c'est 0,43%, mais ça reste un chiffre, ça correspond à un nombre d'enfants important. Et donc, là-dessus, il faut faire vraiment une grande distinction au sein de ces 35 000, qui est entre ceux qui sont inscrits au CNED, dans des classes à inscription réglementée, qui sont à peu près la moitié, 47,1%, donc 16 957 enfants. On considère généralement qu'il y a peu de problèmes avec cette partie-là. Et puis l'autre moitié, 52,9%, sont inscrits en dehors d'une inscription réglementée au CNED, se trouvent dans cette situation, et donc ils sont 19 008. Donc sur les 72% des enfants que nous avons convoqués l'an dernier pour un premier contrôle, 63% ont été effectivement contrôlés. Et ensuite, nous avons fait donc un deuxième contrôle lorsque le résultat était insuffisant. Et là, nous sommes passés à 51% de deuxième contrôle. C'était 37% en 2016-2017. Donc c'est un contrôle sensiblement renforcé. Et au cours des débats parlementaires autour de la loi Gatel, mais aussi autour de la loi pour l'école de la confiance, je m'étais engagé à augmenter nos moyens humains pour réaliser ces contrôles. C'est ce que nous avons fait. Et donc, chaque académie s'est organisée pour cela. L'objectif étant d'arriver évidemment à 100% de contrôle, et le tout dans un lien avec les mairies en particulier, parce qu'il y a toujours une dimension de connaissance fine de ce qui se passe localement auquel il faut veiller. Nous avons fait un vade-mecum relatif au contrôle pédagogique des enfants instruits dans la famille. Donc très souvent, sur ces sujets d'instruction à domicile, les personnes concernées, qu'on parle des maires ou qu'on parle des personnels de l'éducation nationale, se sentaient dans le passé un petit peu démunis, un petit peu malhabiles, si je puis dire, dans ce type de circonstances. C'est pas un travail forcément évident. Et donc, ce vade-mecum sera opérationnel pour la rentrée prochaine. Et il permettra aux conseillers pédagogiques d'avoir les outils nécessaires pour réaliser les contrôles pédagogiques des élèves, puisqu'encore une fois, le contrôle, il est pédagogique et éducatif, et langue pédagogique est évidemment fondamentale, notamment pour s'assurer que les grandes étapes de connaissances et de compétences des élèves sont acquises. C'est, je le redis, un saut très important par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. On a admis le principe d'une sorte, j'appellerais ça, d'un devoir de progrès de l'élève, et lorsque ce progrès est insuffisant, eh bien ça peut aller jusqu'à nous amener à faire une injonction d'instruction à l'école. Je rappelle que c'est l'outil que nous avons utilisé dans un cas comme celui de Grenoble, où une école qui était justement, qu'on pouvait caractériser comme inspirée par la radicalisation islamiste, essayait de perdurer en dépit d'une décision de justice défavorable pour elle en première instance. Et nous avons donc fait, puisqu'elle perdurait en profitant des délais d'appel, la manière dont nous avons pu résoudre ce problème a été de faire une injonction aux parents de scolariser les enfants dans les écoles publiques du secteur. Donc ça fait partie des outils que nous savons utiliser dans ce type de circonstances et que nous pouvons utiliser lorsque l'instruction à domicile nous apparaît comme débouchant sur des résultats qui ne sont pas conformes aux droits de l'enfant. Merci. Parce qu'au-dessus de ce droit de la famille, à mes yeux, au-dessus du droit de la famille à l'éducation, à choisir l'éducation, qui est un droit très important, il y a le droit de l'enfant à avoir une éducation conforme à ses droits. Parfait. Merci pour ces réponses précises, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à Madame le rapporteur. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, d'abord, tout comme la Présidente, je voudrais m'associer aux propos qu'elle a tenus au début de sa prise de parole. C'est vrai que je ne doute pas de votre volonté de préserver l'école. Vraiment, vos propos nous rassurent. Préserver l'école de la République, c'est probablement un objectif prioritaire pour les enfants de ce pays. Le sport est un autre pilier. C'est vrai que j'ai pas, moi aussi, pas du tout été rassurée par les propos de la ministre des Sports, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais en tout cas, s'il y a bien une institution qu'il faut préserver face à cette
volonté séparatiste, communautarisme et de l'islam politique, parce qu'il faut dire les mots, c'est vraiment à l'école, en tout cas, doit y prendre sa part. Et je ne doute pas que les propos que vous avez eus et que vous avez toujours d'ailleurs cautionnent cette volonté. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes inquiets, un certain nombre d'entre nous, mais vous probablement aussi, sur cette volonté qu'ont certains de sortir les enfants de l'école de la République. Moi, je suis élue de la banlieue parisienne, dans une ville où il y a une diversité sociologique, et je me dis que la chance des enfants, qu'ont les enfants dans les quartiers populaires, parce que voilà, c'est d'être à la même école que leurs copains, vraiment. Vraiment, quand ils ne sont plus dans la même école que leurs copains, ils sortent de la République. Et moi, je suis effectivement inquiète par l'enseignement à domicile. Et je ne doute pas que l'Éducation nationale se donne les moyens pour vérifier ce qui s'y passe. Mais c'est vrai que ce sont des enfants qui échappent à tout, malheureusement. Je suis inquiète par le nombre d'écoles hors contrat. Mais je suis inquiète aussi par le nombre d'écoles hors contrat qui souhaitent obtenir un contrat. C'est aussi quelque chose qui m'inquiète. Vous avez précisé dans le début de vos propos que vous avez refusé 27, je crois, contrats d'association, si j'ai bien compris. Ouais. 27 ouvertures. C'est 27 ouvertures d'écoles hors contrat. 27 ouvertures. Bon voilà, donc 27 ouvertures, c'est pas mal quand même. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Alors ça peut paraître peu par rapport au nombre d'écoles en France, mais ça peut, voilà, c'est... Voilà, alors après, on sait très bien... Et ce sont des propos sur lesquels on a échangé au début de cette commission d'enquête. Il y a un certain nombre de représentants musulmans qui n'ont pas d'état d'âme à dire qu'après avoir voulu les mosquées, maintenant, leur objectif, c'est d'obtenir des écoles. Voilà, c'est clairement dit. Je peux vous assurer que si vous regardez les comptes rendus de certaines auditions, c'est ça. On a les mosquées que nous voulons, maintenant, c'est des écoles. Donc ça ne nous rassure pas, mais je pense que vous en avez vous-même l'analyse. Voilà, je pense que ça ne nous rassure pas. D'autant qu'aujourd'hui, et ce n'est pas à vous que je vais le montrer, on a vécu des semaines récentes qui fragilisent la République, qui déstabilisent notre pays. On a les discours islamistes, on a les discours indigénistes, on a les discours racialistes, et tout ça ensemble, c'est une cocotte minute. Voilà. Moi, je ne conçois pas de vivre dans un pays où nous vivons les uns à côté des autres en pensant que celui qui a une couleur de peau différente, quelle qu'elle soit, est l'ennemi. Et aujourd'hui, on a des discours comme ceux-là aujourd'hui. Et je serais très inquiète à l'idée que dans notre jeunesse, on laisse penser ça, que le blanc est méchant et que, voilà, que cette France... Parce qu'il y a des discours de haine aussi derrière tout ça. Et à titre personnel, moi je suis une petite fille de la République, purement, voilà, construite par la République. Je me dis que le sentiment de haine contre la France est quelque chose d'inadmissible et que c'est à l'école qu'on apprend à aimer la France, quelle que soit sa couleur de peau et quelle que soit son origine. Voilà, on est là, on habite ici, et c'est une chance d'habiter ici pour nous tous, moi-même. Donc, essayons de construire ça. Et vous avez raison de dire que l'école, elle construit ça. Et aujourd'hui, plus que jamais, l'école, elle doit prendre sa place dans ce domaine-là. Vraiment, et peut-être qu'avec les événements qu'on a vécus ces dernières semaines, c'est encore peut-être quelque chose qu'on doit poser encore plus, il me semble. Alors moi, je voulais poser 2 ou 3 questions. D'abord, vous avez rappelé, et c'est important de le dire, que vous allez mettre en place les vacances apprenantes, et qu'une manière générale, dans l'année scolaire, il y a des acteurs qui travaillent à vos côtés ou avec vous, ou en tout cas avec des institutions, pour faire du soutien scolaire ou du suivi scolaire. Nous sommes un certain nombre à nous poser des questions, et vous-même vous l'avez rappelé, sur un certain nombre d'associations qui peuvent nous inquiéter. Voilà, il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, on a des associations qui interrogent sur leur casquette de soutien scolaire. Nous ne sommes pas certains qu'il n'y ait que du soutien scolaire. Ça, c'est peut-être une faille de notre système, mais en tout cas, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réfléchi à des choses qui pourraient vous permettre d'avoir des outils pour ne pas donner une habilitation, une accréditation à certaines associations, entre guillemets, douteuses au sens pédagogique du terme et républicain du terme, parce que c'est un vrai souci des associations. On parle souvent des associations comme des piliers de ce qu'on peut faire, ce qui est vrai pour une grande partie d'entre elles, heureusement qu'on les a, mais il y en a un certain nombre qui n'ont pas obligatoirement le même objectif, en tout cas pas le même chemin. Et ça nous inquiète. Et dans certaines poches de notre pays, je pense qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif sur le monde associatif, à ne pas confier nos enfants à des associations dont l'objectif ne serait pas le vôtre ou le nôtre, en tout cas notre objectif commun. Donc ça, est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez peut-être des choses à écrire ou réécrire à ce sujet? En tout cas, c'est un vrai sujet. Alors après... il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur, et vous le savez,
c'est le port du voile à l'école. Et vous le savez bien, Monsieur le ministre, que j'ai effectivement porté au Sénat une loi qui a été adoptée par le Sénat, qui est pour l'instant en suspens. Madame Lévesque on a échangé sur ces sujets, en particulier sur les mamans qui participent à des activités scolaires. Il nous a été dit, vous me l'avez dit, madame, que les mamans qui viennent assister des enseignantes pendant le temps scolaire sur des activités scolaires devaient faire preuve de neutralité. Je pense que tout ça est abordé. On l'avait abordé avec la rectrice, d'ailleurs, quand nous avions auditionné. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le cas des activités scolaires, c'est-à-dire quand des mamans viennent, alors je dis des mamans parce que c'est rarement des papas, mais ça pourrait être des papas, donc ne soyons pas limitatifs dans nos propos, il n'y avait pas de signe religieux. Ça veut dire qu'en gros, elles ne portaient pas de voile. Donc pourquoi ne pas aller jusqu'au bout, puisque le temps scolaire, c'est aussi les sorties scolaires, pour ne pas aller jusqu'au bout et dire que dans le temps scolaire, de sortie scolaire et d'accompagnement, ces mêmes mamans d'ailleurs, qui parfois font les activités le matin avec la maîtresse et qui peuvent faire la sortie l'après-midi, pourquoi il y aurait une différenciation de l'approche de ce port du voile, parce que, disons la réalité, pendant ce temps scolaire qui est complet. Bon, voilà, c'est une question. Alors, je sais bien que ça, c'est pas un sujet facile, mais pour moi, le temps scolaire, il est 8h30, 11h30, 13h30, 16h30. Bon, cette neutralité, elle serait un signe fort de se dire, la neutralité à l'éducation, enfin, dans le temps scolaire est là aussi. Moi, je pense qu'il faudra aller jusqu'au bout de cette loi, jusqu'au bout de ce que vous avez écrit pour sécuriser le temps éducatif et le temps dans l'école. Eh bien, le temps de la sortie scolaire, c'est du temps de l'école, mais hors les murs. Donc, je pense qu'il faudrait que c'était important de le préciser. Je pense que ce serait un acte d'unité et de volonté politique. Et le président, quand il parle de séparatisme, eh bien, il y a des petites pierres qu'il faut écrire pour pouvoir y arriver. Donc voilà, après, sur les écoles hors contrat, je voulais vous parler de ça. Après, vraiment, je pense qu'il faut que nous ayons un discours. Notre discours, il doit être entendu partout et pour tous. C'est sûr qu'il va heurter à un moment. Et que ce que vous avez pu écrire, et je vous en remercie de l'avoir fait d'ailleurs à titre personnel, sur le vade-mecum de la laïcité, c'était une nécessité. Il a pu heurter, mais en tout cas, il a été écrit. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous avons un pays qui... nous nous devons pour notre pays de dire des choses claires, reconnues par tous. Si ça doit heurter un peu, ça passera. Il y a un certain nombre de textes et de lois qui ont heurté et qui sont rentrés aujourd'hui dans la vie de tous les jours et ça ne pose plus de problème. Donc vraiment, je reviens sur ce discours, un petit peu de l'islam politique, des indigénistes et des racialistes, parce que je pense très sincèrement, Monsieur le ministre, que c'est quelque chose qu'il faut aussi poser. Voilà. Merci Monsieur le ministre. Je ne doute pas de la clarté de votre réponse. Nous aurons après 2 questions de la part de nos collègues Jean-Marie Bockel et Antoine Lefebvre, mais je vous laisse répondre à Madame la rapporteure en premier. Je vais essayer d'être bref parce que j'ai tendance à répondre longuement. Et donc, d'abord, merci pour ce que vous avez dit en commençant. Évidemment, je suis en accord avec toute votre introduction. Vous avez dit quelque chose qui, à mes yeux, est très important, qui est un peu l'antidote, parce que c'est des sujets sur lesquels on ne doit pas être sur la défensive, mais à l'offensive. Autrement dit, si on se contente de répondre aux problèmes qu'on rencontre au cas par cas, on ne fera que répondre de manière un peu empirique à un sujet sur qui finalement finira par s'étendre parce qu'on sera débordé par cette approche défensive. Donc il faut avoir une approche offensive, claire. C'est celle que j'ai souhaité indiquer au début de mon introduction, c'est-à-dire affirmer de manière forte et sans complexe les valeurs de la République. Et puis vous avez utilisé un terme que je reprends volontiers, c'est-à-dire l'amour de la France. C'est pas. Il se trouve que j'ai une expérience internationale un peu développée. J'ai vécu dans plusieurs pays. Je n'ai jamais vu aucun pays où c'était un problème de dire. Vous voyez, j'ai vécu par exemple en Colombie. Vous dites, c'est le mejor país del mundo, et tout le monde est très content et fier, et sans que ce soit ni un nationalisme ni un chauvinisme, mais tout simplement une fierté. Et c'est quelque chose que nous devons aux enfants, parce que finalement, ne pas faire aimer un pays à un enfant, c'est d'une certaine façon le faire apatride. Et sur le plan mental, si ce n'est sur le plan juridique. Et donc, c'est quelque chose de très négatif dont on paye ensuite très cher le prix. Et j'ai sur ce sujet une vision qui est que dans toutes les sociétés humaines, depuis toujours, il y a un moment initiatique au moment de l'adolescence qui est réglé
de différentes façons selon les sociétés, notamment les sociétés religieuses d'ailleurs. Nous sommes une société laïque, sécularisée. Et c'est bien, nous en sommes fiers. Mais même cette sécularisation doit faire l'objet d'une initiation adolescente. Quand elle ne se réalise pas, c'est-à-dire, et donc c'est l'âge du collège, et autrement dit avec les éléments de fierté d'appartenance à quelque chose, et en l'occurrence à la République, eh bien c'est d'autres éléments initiatiques donc ça peut être sous l'angle de la violence, ça peut être les gangs par exemple, qui sont très forts pour réaliser ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de chaleur, si je puis dire, dans un sens négatif, mais qui le réalisent bien. Ça peut être évidemment le fondamentalisme islamiste ou un autre fondamentalisme d'ailleurs. Et donc la République doit, au moment de l'âge du collège, donner ce sentiment d'accueil de l'enfant dans une communauté qui est en l'occurrence une communauté universelle, si je puis dire, en tout cas universalisante. Et plus un enfant a des racines qui sont hors de France, plus nous lui devons cela. Et donc, c'est pour moi, c'est en réalité l'antidote majeur au problème que nous évoquons. Il y a des soleils noirs à l'adolescence, c'est aussi la drogue, la violence, et nous devons présenter un beau soleil qui est celui de la République. Donc ça n'a rien d'abstrait de dire ça, parce que trop souvent, je vois une forme de complexe sur ce sujet qui n'a pas lieu d'être. Et d'ailleurs, les enfants, je vois aussi beaucoup d'écoles, de collèges évidemment et de lycées, les enfants réclament cela. C'est-à-dire que ne pas leur donner, c'est comme ne pas leur donner une nourriture. Et c'est pourquoi c'est si important d'apprendre l'hymne national, les symboles nationaux, et que j'ai là aussi porté ça dans la loi. Et qu'aujourd'hui, vous avez dans chaque école de France l'hymne et le drapeau, dans chaque classe même. Donc, et c'est évidemment quelque chose qu'on doit assumer, là encore, sans polémique, en toute sérénité. Il n'y a rien de plus normal, tous les pays du monde font cela, et le nôtre n'a aucune raison de ne pas le faire. Donc c'est quand même, je dirais, le point socle, le point principal. Ensuite, sur ce que vous avez dit, je ne voudrais pas revenir cycliquement sur des sujets dont on connaît assez bien les tenants et les aboutissants, et parfois les positionnements auxquels ça donne lieu. On est, s'agissant des accompagnants, dans un sujet mixte, un peu chauve-souris, c'est-à-dire si on regarde le critère de l'espace, on ne devrait pas imposer quoi que ce soit. Si on regarde le critère du temps, en l'occurrence le temps scolaire, alors là, il faudrait imposer quelque chose. Et donc c'est un peu un débat infini dont je ne considère pas d'ailleurs qu'il est le principal sujet en matière de laïcité dans notre système. Et j'ai peur que ce sujet un peu récurrent finisse par nous distraire de sujets plus essentiels dans la vie scolaire. En tout cas, ce qui est important, c'est que la neutralité du service public soit respectée. Ce qui est important, c'est de souligner que la loi de 2004 est encore et toujours un succès regardé par nos voisins, ou même par des pays assez lointains. Et j'ai en tête les débats qu'il y avait avant 2004. J'étais recteur à ce moment-là. Tout ce que l'on disait aussi sur la difficulté à mettre en œuvre cette loi, avant qu'elle ne s'applique, et en réalité sur la manière assez simple et tranquille avec laquelle elle s'est appliquée, à la fois par sa concision, sa netteté et son efficacité, et jusqu'à aujourd'hui. Donc on peut vraiment avoir de la gratitude vis-à-vis de ceux qui ont permis qu'il en soit ainsi, et en tirer un exemple pour, de façon générale, aborder avec simplicité et netteté ces questions. Donc c'est l'occasion pour moi de dire qu'elle est toujours respectée et bien respectée. Il peut y avoir parfois des exceptions, mais elles sont regardées et traitées dans notre pays, et que de façon générale, la question de la neutralité du service public est beaucoup mieux respectée en France que dans d'autres pays, et que là où en 2004, même quand ce débat a pris une tournure internationale, parce qu'on est souvent facilement jugé par des commissions internationales X ou Y sur ces questions, et où il y avait la tentative, qui existe toujours dans le débat national et international, de ringardiser la notion de laïcité et de la voir comme une sorte de notion désuète à la française, en réalité c'est une notion ultra-moderne que certains pays regardent comme étant capable d'apporter une solution face au risque de communautarisme qui caractérise pas seulement la société française, mais bien des sociétés dans le monde, et notamment des sociétés européennes. Donc la laïcité a un bel avenir dans ces solutions concrètes. Ce n'est pas une incantation, c'est aussi des solutions juridiques concrètes, et il y a une forme de rayonnement de la laïcité auquel nous devons travailler à l'échelle européenne et internationale. Je voudrais juste une dernière toute petite question. Je vais faire très très court parce que je ne voudrais pas prendre la parole trop pour mes collègues. Je voulais juste revenir sur
Le président de la République a annoncé que les ELCO c'était terminé. Donc, si j'ai bien compris, à la rentrée, il n'y a plus d'ELCO. Voilà. Pour des raisons. Non, voilà. Ah, c'est plus... Donc, je voulais savoir, apparemment, c'est transformé en EILE, je crois, c'est ça. Donc, je voulais savoir exactement ce que ça signifie, cette transformation. Est-ce que cette mesure va être appliquée à la rentrée 2020? Quelles sont les difficultés pour mettre en place? Enfin, je voudrais ce que c'est exactement ces EILE. Et est-ce qu'on sait déjà combien d'élèves vont être concernés? Est-ce que c'est sur le temps scolaire? Voilà, j'aimerais bien juste avoir quelques explications sur cette transformation d'ELCO, s'il vous plaît, Monsieur le ministre. Voilà. Madame la rapporteure, vous avez dit que ce plus serait une question courte, mais ça appelle une réponse un peu longue. C'est un sujet considérable. Donc le président de la République a été très clair sur, en effet, la fin des ELCO et leur transformation en ce qu'on appelle les EILE, ce qui signifie enseignements internationaux de langues étrangères. L'objectif, donc ça concerne 85 000 enfants aujourd'hui. Comme chacun le sait ici, le dispositif ELCO est assez ancien et date d'une époque où on avait une vision un peu différente d'aujourd'hui des enjeux de l'immigration et notamment on pensait que les enfants concernés allaient ensuite rentrer dans leur pays et ainsi avoir pu rester à un niveau linguistique de leur langue d'origine. Aujourd'hui, l'objectif il est très différent. Et par exemple, il peut aussi viser à ce que certaines langues étrangères puissent être apprises par des enfants qui ne sont pas forcément de cette origine. Le dispositif ELCO, dans cet esprit-là, avait laissé un contrôle beaucoup trop grand aux pays d'origine pour leur contrôle d'une certaine façon. Donc, pays par pays, comme il y a une dimension aussi diplomatique dans cette question, mon ministère, en lien avec le ministère des Affaires étrangères, a travaillé sur ces questions pour la transformation en EILE. Donc c'est pays par pays que l'ELCO se transforme en EILE. Évidemment, c'est différent selon les pays dont on parle. Par exemple, l'Espagne, la Serbie, la Croatie ont souhaité que les ELCO disparaissent. Et nous avons fait la transformation en EILE avec le Portugal et avec la Tunisie. Nous sommes en train de travailler avec les Italiens aussi sur ces sujets. Et puis, d'ici à la fin du mois de juillet, les 3 pays importants encore concernés sont l'Algérie, le Maroc et la Turquie. C'est évidemment 3 cas très différents, avec le Maroc, un pays avec lequel ça se passe bien et avec lequel nous allons certainement arriver à la conclusion d'un accord. Et je rappelle que cet accord nous permet d'avoir donc le contrôle sur les personnes qui enseignent, un contrôle sur les programmes, et donc une conformité aux valeurs de la République et une conformité et une cohérence aussi avec ce qui se passe à l'échelle scolaire. Je rappelle que tout ceci se passe hors temps scolaire, bien entendu. Oui. Et donc, les EILE font passer aussi de 3 heures à 1h30 ce temps d'apprentissage. Le pays avec lequel nous avons eu le plus de difficultés, c'est la Turquie. Et au moment où je vous parle, nous avons encore des interrogations, d'autant plus que nos relations diplomatiques avec la Turquie ne sont pas excellente dans la période actuelle, et c'est un euphémisme. Donc, je reste extrêmement vigilant sur cette question. Je me suis déjà exprimé publiquement. Les Turcs ont donné des signaux à certains égards positifs, à d'autres égards négatifs, et nous verrons bien ce que nous ferons. Donc, soit capacité de transformer les ELCO turcs en EILE turcs, soit suppression pure et simple des ELCO turcs. Merci, Monsieur le ministre. Je donne la parole à Jean-Marie Bockel. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Et Monsieur le ministre, d'abord, merci à vous. La Présidente et la rapporteure l'ont fort bien dit tout à l'heure, mais je voudrais le dire à mon tour, pour la clarté de vos propos, pour votre engagement. Franchement, ça nous fait du bien parce que certaines auditions n'était pas caractérisé par cette clarté dont on a besoin émanant de l'exécutif. C'est-à-dire, on sait que la vie est compliquée, on sait que sur le terrain, il faut s'adapter à une multiplicité de situations et que la relation interpersonnelle permet parfois une forme de pédagogie, d'écoute, permettant à un certain nombre de personnes, de familles, de repartir dans la bonne direction. Mais
nous sommes, avec nos expériences d'élus locaux, de parlementaires, mais aussi d'élus locaux, de chefs d'exécutif, dans l'idée qu'il faut que le message d'en haut soit un message clair, qui permet ensuite à tous les dispositifs, les actions, et même forme de souplesse, de compréhension, de se structurer sans tomber dans l'ambiguïté, sans tomber dans la confusion qui est dans le monde dans lequel nous vivons, et notamment en France, qui est la pire des choses. Donc c'est bien. Alors, moi, j'avais préparé quelques questions, d'ailleurs, auxquelles j'associe Nathalie Goulet, qui elle-même a fait un travail important sur ces sujets par le passé, dans différentes commissions d'enquête, etc. Mais vous avez commencé à y répondre très précisément. Vous avez répondu, par exemple, sur le nombre d'inspections, sur leur montée en puissance. J'aurais pu vous poser une question, elle peut être intéressante dans la durée, pour voir les évolutions, les moyens mis en œuvre, sur les budgets mis en œuvre, si tant est qu'ils soient clairement fléchés dans votre ministère, sur ces équipes d'inspection qui font ce travail, à la fois ce travail en direction des établissements non conventionnés, mais également ce travail sur les problématiques de sortie du système scolaire. Et là, je voudrais, pour finir, mettre un peu le focus. J'ai eu l'occasion, dans un cadre différent de celui d'aujourd'hui, dans le cadre de la délégation aux collectivités territoriales que je préside au Sénat, il y a quelques années, Antoine Lefèvre, qui est dans la délégation, s'en souvient, de faire avec un collègue, Luc Carvounas, aujourd'hui député, un travail sur la place des collectivités territoriales dans la prévention de la radicalisation, déjà. Et nous avons, dans ce cadre, auditionné, bien sûr, mais également été dans un certain nombre de communes, de territoires, où, c'était il y a déjà maintenant 3 ans, nous ont été signalés par des maires des dérives inquiétantes de déscolarisation. Vous avez répondu clairement, là aussi, je n'y reviens pas, mais vous avez d'ailleurs fait allusion au dialogue avec les élus locaux. C'est sur ce point que je voudrais peut-être vous réentendre de manière encore plus précise, parce que les élus locaux, ils savent des choses qu'ils peuvent dire, si tant est qu'ils aient des interlocuteurs qui soient vraiment décidés à les écouter, mais parfois, ils sont aussi en demande d'apprendre des choses qui peuvent les aider dans leurs propres décisions, et notamment dans tout ce qui est en lien avec l'école, la jeunesse, etc., dans le cadre, bien sûr, des missions de chacun. Il ne s'agit pas d'être dans la confusion. Et là, je pense que, vous voyez, ce partenariat, on a en France des réussites. On a une réussite qui est à réinventer en permanence sur les partenariats en matière de sécurité entre l'État et les territoires, les contrats de sécurité, tout ça. Moi, je l'ai vécu pendant 20 ans comme maire. Quand on y croit vraiment, ça marche et ça crée un climat de confiance. Sur ces sujets-là, le climat de confiance permet, et permettrait peut-être encore davantage, de travailler ensemble sans forcément qu'il ne soit besoin de préciser dans les textes l'obligation de transmission de tel ou tel type de document. Bon, parfois c'est utile, mais le climat de confiance, ça n'a pas de prix. Et je pense que ça peut nous aider sur un sujet sur lequel, malgré tous vos efforts réels et que nous reconnaissons, on n'est pas au bout du tunnel. Merci. Merci, monsieur le sénateur. Alors, sur les moyens, c'est vrai qu'il n'y a pas une ligne budgétaire lutte contre la radicalisation ou même une ligne budgétaire laïcité, mais on peut estimer, et là ce que je dis va être imprécis, je le dis d'avance, on pourrait faire une sorte de comptabilité analytique du sujet, mais c'est en première évaluation, je peux vous dire que c'est entre 150 et 200 ETP qui sont consacrés à un tel sujet, puisque vous avez des équipes académiques dans chaque rectorat. Les personnes qui font partie de ces équipes Valeurs de la République ne sont pas forcément à plein temps sur ce sujet, mais certains le sont, et donc il faudrait chiffrer le temps partiel de certains. Et puis, vous avez des inspecteurs de l'éducation nationale, parfois avec aidés d'autres personnels, comme des conseillers pédagogiques, dont certains sont dédiés à l'enjeu du contrôle de l'instruction à domicile. Mais tout est entremêlé, parce que par exemple, quand vous faites le contrôle de l'instruction à domicile, vous n'êtes pas à 100% sur le sujet de la radicalisation islamiste, vous êtes sur plusieurs sujets à la fois, donc c'est forcément un petit peu complexe comme approche. Mais disons que ce sont des moyens non négligeables, mais finalement c'est surtout notre capacité de mobilisation de l'institution, avec d'ailleurs les mots que vous avez utilisés sur le fait d'avoir un message clair, net, ferme et permanent, je dirais présent en permanence, enfin qui ne se laisse pas oublier en quelque sorte, qui est
le levier principal. Sur votre deuxième question, c'est le... oui, donc non, il n'y a pas de ligne budgétaire. Mais en second lieu, vous avez dit... la relation avec les élus. La relation avec les élus, pardon, c'est ça, excusez-moi, j'ai un trou. Sur la relation avec les élus, donc c'est évidemment un sujet de la plus haute importance, parce que c'est la relation avec les élus qui permet d'être fort, d'avoir des connaissances de terrain. Et nous y tenons beaucoup, notamment d'ailleurs sur le sujet de l'instruction à domicile, où on voit très bien que seule, chacune des deux institutions est un peu démunie. Le maire seul se sent en situation difficile, a fortiori si la commune n'est pas très grande, et l'éducation nationale seule peut se sentir parfois un peu démunie aussi. Donc c'est l'alliance qui est fondamentale sur un tel sujet. Plus généralement, sur des stratégies d'ensemble, nous allons développer la logique qui prévaut actuellement dans les cités éducatives. Ces cités éducatives, nous avons commencé par en faire 80 avec Julien de Normandie dans le cadre de la politique de la ville. Ça correspond à des moyens que nous mettons au service d'une vie associative de qualité, mais plus généralement au service d'impulsion de politique publique éducative au-delà du temps scolaire. L'un des grands partis pris d'une telle politique, c'est de donner un rôle central au chef d'établissement, notamment au principal de collège, qui peut être un peu acteur et coordonnateur de politique publique qui conditionne la réussite scolaire de l'enfant, et donc notamment de politique sociale. Cela suppose des réunions de coordination, de la confiance, de la complicité entre les acteurs publics, et donc la cité éducative renforce considérablement le lien maire, chef d'établissement, et plus généralement éducation nationale, collectivité locale. Et bien sûr, le sujet cité éducative concerne des territoires particulièrement en difficulté et correspond à des moyens financiers. Mais dans le cadre de la préparation de rentrée 2020, on va développer cette logique de coopération de manière plus forte. Et donc cette logique de coopération entre les institutions rejoint ce dont on a parlé précédemment sur la logique d'une vision complète du temps de l'enfant pour partager ensemble ce qui se passe pour l'enfant et ce qui se passe dans son environnement. Je suis de plus en plus favorable à une vision où on aurait où l'emploi du temps de l'enfant serait vu pas seulement sur les heures de cours, mais un petit peu sur ce qui se passe dans sa vie aussi le mercredi et le week-end, sans qu'on arrive à un Big Brother éducatif, hein, mais tout simplement à une attention à ce qui se passe, et ce qui se passe aussi par l'agrément des associations, le fait de s'assurer que le soutien scolaire soit fait par des associations de qualité, et que les subventions publiques, qu'elles soient celles de l'État, et ça nous en assurons, mais aussi celles des collectivités locales, et ça c'est quelque chose de plus compliqué, aillent dans des activités associatives dont nous sommes sûrs qu'elles sont conformes aux valeurs de la République. Est-ce que je peux rajouter une demi-phrase, Madame la Présidente? Je vous en prie, chers collègues. Est-ce que, Monsieur le ministre, j'ai un peu hésité à vous poser cette question tout à l'heure, mais allez, je vais jusqu'au bout. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait, dans le contexte français actuel, interdire ou en tout cas restreindre et conditionner davantage, enfin l'un ou l'autre, l'enseignement à domicile par rapport à ces dérives, ou est-ce que ça vous paraît exagéré comme réponse? Alors, ma conviction que je commençais à exposer tout à l'heure, c'est que on ne peut pas être dans une liberté absolue en la matière qui n'est pas un cadre. Et cette liberté d'instruction à domicile, elle a vraiment un fondement constitutionnel puissant et qu'on ne peut que reconnaître, et qui est, je pense, positif, mais qui va s'équilibrer avec d'autres principes, et notamment les droits de l'enfant. Et donc, d'où le fait, et je crois et ça s'est vu dans les débats parlementaires, dans ce que j'ai pu dire à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qu'il fallait encadrer davantage. Et c'est ce que nous avons fait. Donc je ne pense pas aujourd'hui, en l'état actuel de ma réflexion, peut-être que j'évoluerai, mais en l'état actuel de ma réflexion, je pense surtout qu'on doit bien appliquer les règles que nous avons établies dans la loi de 2019. Et on est au début de cette mise en œuvre, je l'ai expliqué tout à l'heure, donc on est sur une pente positive, mais on n'est pas encore à 100% de contrôle bien réalisé, on n'est pas encore à cette coopération bien comprise avec les familles, etc. Donc il y a encore des progrès concrets à faire. Sur le plan des principes juridiques, il me semble qu'on est allé à un certain stade qui est le bon, mais je pense que c'est un sujet qui reste ouvert pour l'avenir.
Merci, Monsieur le Ministre. Je passe la parole à notre collègue Antoine Lefèvre. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre. Moi j'avais 3 questions, mais en préambule et à la suite de mes collègues, je veux vous remercier pour la présentation que vous venez de faire à la Commission et puis pour vous féliciter aussi pour votre engagement ferme dans ce combat de la lutte contre la radicalisation. Je crois que c'est important dans le ministère très important que vous dirigez d'avoir cette volonté et se donner les moyens, et vous nous avez détaillé un certain nombre d'outils, j'allais même dire en quelque sorte un arsenal pour mener à bien cette mission. Vous avez évoqué le Vademecum et puis vous avez évoqué également l'aspect disciplinaire et notamment les radiations. J'aurais voulu savoir si vous avez à peu près un chiffre de ces radiations pour savoir la radiation de la fonction publique territoriale, combien cela représente. Si effectivement ce sont des chiffres qui évoluent, comme vous avez cité un certain nombre d'autres chiffres. Je voulais évoquer aussi les aspects de formation. Vous en avez parlé également, mais savoir si à la fois pour la formation initiale pour les nouveaux enseignants, comment cette sensibilisation au principe de laïcité est-elle faite, et puis surtout sur les aspects de formation continue. On sait que dans votre ministère c'est quelque chose d'important, mais comment des enseignants qui n'ont peut-être pas au cours de leur carrière été confrontés à ce type de phénomène peuvent avoir des outils justement à utiliser. Donc c'est ma deuxième question. Et puis la dernière question, je voulais plutôt revenir sur les propos de la rapporteure concernant le voile à l'école. Vous l'avez peu évoqué, donc je me permets à nouveau que vous puissiez nous exprimer votre sentiment sur la problématique de ce voile. On a eu effectivement il y a quelque temps l'opinion de Madame la ministre des Sports, mais j'aimerais aussi connaître la vôtre en la matière. Merci. Merci, chers collègues. Je pense que c'est le voile, non pas à l'école, mais dans l'accompagnement scolaire, dans le temps pédagogique de l'accompagnement de la sortie scolaire. Alors, merci pour ces questions. Sur la première, alors c'est un petit nombre. La radiation alors ça peut être l'objet d'une réflexion plus générale à l'échelle de la fonction publique, mais là aussi on a des principes de l'état de droit auxquels que bien évidemment on respecte. Mais arriver à la radiation est un chemin que j'ai parfois eu à suivre personnellement pour qu'il aille jusqu'à son bout. Il y a aussi, ce qui est plus fréquent, c'est que nous réussissions c'est surtout que nous mettions fin à un contrat. Donc, lors de la dernière année, à ma connaissance, on est autour d'une dizaine, si on additionne les fins de contrat pour ce motif et les radiations. Et donc ça reste faible, je le reconnais. Je ne dis pas non plus que le phénomène est très vaste. Et puis surtout, il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que c'est un phénomène qui a des gradations et que on parle ici des radicalisations fortes. Mais ça, en tout cas, c'est un indicateur. Sur la formation initiale. Donc c'est une suite de la loi pour l'école de la confiance et de ce qu'elle a dit sur la formation des professeurs, puisque vous le savez, nous avons indiqué en quelque sorte des incontournables de la formation initiale. Et parmi les incontournables, il y a les principes, les valeurs de la République et la laïcité. En ce moment même, d'ailleurs, là aussi, comme autre suite de cette loi, je reçois les nouveaux directeurs d'INSPE. Et nous évoquons ces questions, puisque les nouvelles maquettes font place à la fois aux savoirs fondamentaux. Pour les futurs professeurs des écoles, c'est par exemple 55% du temps de formation est consacré aux savoirs fondamentaux, ce qui n'est pas un sujet à mes yeux étanche avec le sujet des valeurs de la République. Et puis toute la question donc, des valeurs de la République. Ensuite, comment ceci est-il enseigné? C'est un sujet extrêmement important, parce que là aussi on peut avoir beaucoup d'hétérogénéité et des choses qui peuvent se discuter. D'autant plus que je suis attentif à un phénomène qui a été évoqué tout à l'heure, qui est la perméabilité parfois du monde universitaire vis-à-vis de théories qui sont aux antipodes des valeurs de la République et de la laïcité.
Et donc, il ne faut pas être aveugle sur ce sujet. Les théories indigénistes, les théories qui essayent de saper les principes républicains sont malheureusement vigoureuses, je dirais même dans des sphères intellectuelles, dans des proportions plus fortes que dans des sphères non intellectuelles. C'est un sujet auquel on doit être très sensible et pas aveugle, parce que sinon c'est des sujets qu'on laisse croître, et c'est ce qui s'est malheureusement passé depuis une vingtaine d'années, et qu'une fois qu'ils ont connu leur croissance, ils s'imposent à nous dans la vie quotidienne de la formation de nos étudiants. Et là, je ne parle pas spécialement des futurs professeurs, je parle de générations entières. Et donc, il faut bien avoir conscience que sur ces sujets, il y a des personnes qui, mais vous le savez fort bien, des personnes qui ont consacré leur vie professionnelle à ces idéologies anti-républicaines et qui donc produisent des effets en chaîne sur ceux qu'ils forment. Et c'est comme ça qu'on voit, y compris dans la période récente, des jeunes qui se mobilisent de manière très légitime et très souhaitable contre le racisme, mais qui peuvent parfois être, qui pourraient, si on y prend garde, être récupérés par des pensées racialistes. Et donc, on est donc dans un débat d'actualité. Et donc, quand on parle de formation des professeurs, on parle d'étudiants actuels, et on doit être très attentif à ce qui se passe pour eux. Donc, s'agissant des INSPE, on doit être très attentif à cette dimension, c'est-à-dire c'est les valeurs de la République, c'est pas les valeurs du communautarisme qui sont enseignées, qui doivent être enseignées. Donc, c'est un sujet, je dirais, qu'on doit avoir de discussion. On ne doit pas être à l'aveugle sur cette question. Idem, bien sûr, pour la formation continue, mais ça, c'est plus simple, si je puis dire, parce que c'est maîtrisé complètement par les rectorats, et cela permet d'avoir des intervenants de qualité. Le vade-mecum de la laïcité, le travail du Conseil supérieur, du Conseil des sages de la laïcité, est fait aussi pour développer des référentiels. Donc maintenant, il y a véritablement des ressources pédagogiques extrêmement denses et de qualité sur ces sujets, des relations avec le monde associatif qui permettent d'avoir des associations qui interviennent de manière utile dans ce domaine-là, et puis une capacité aussi à avoir un développement des ressources humaines en la matière, c'est-à-dire des inspecteurs ou des professeurs qui ont une formation solide sur ces enjeux et qui donc eux aussi peuvent avoir des effets en chaîne dans notre formation initiale et dans notre formation continue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Nous avons épuisé le ministre et le sujet. Oui, voilà, je voulais juste, en tant que rapporteur, vous remercier de tous les propos que vous avez tenus. Voilà pour cette audition de Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l'Éducation répondait aux questions de la commission d'enquête sur la radicalisation islamiste, un thème qui intéresse beaucoup le Sénat puisqu'il s'agit déjà de la 3e commission du genre depuis 2015. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information politique continue sur notre antenne.